Combien de vrais politiques avons-nous dans notre cher pays? Probablement aucun. Je pense que nous sommes tous volubiles. Et pourtant, un nombre très restreint de volubiles est anxieux, très mal à l'aise et aimerait que s'imposent des limites, surtout quand on parle des affaires publiques. Les gens éduqués sont dignes. En dépit de cela, nous sommes parfois aveuglés par le seul fait que nous sommes persuadés d'avoir raison. Nous avons raison d'être volubiles, mais ne soyons pas prétentieux. Définition de la politique. La vie de la cité, mais aussi ordre des pouvoirs ou constitution, terme dérivant de police. Cité, lien tissé par une même loi. Ceux qui se disent politiques sont mal avertis. Par formation ou par inclinaison naturelle, nous ouvrons un combat contre l'arbitraire, les violations des droits de l'homme et contre les détenteurs d'une parole de pouvoir tentés d'en abuser. Désarment souvent nos adversaires adeptes de grandes théories de musellement de la République. Maître François Papillat du barreau de Paris exprimait ainsi à sa manière: ce n'est point par la violence des lois qui transforme en crime d'État une pensée, un propos, un geste, que se calme l'agitation d'un peuple et s'affermit l'autorité des rois. Comme l'exprimait l'éminent avocat international, Maître Boukounta Diallo dans une de ses interventions. La fonction des veilleurs de conscience est aussi ancienne et utile que la naissance et l'organisation des premières sociétés humaines. Le tout axé sur la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs, de droits et de devoirs qui rendent possible la vie en commun. Dès lors, on comprend mieux que la fonction des veilleurs de conscience permet le rappel à l'ordre et au vrai de chaque membre de la société, dont là où les préoccupations pourraient s'éloigner du modèle de comportement voulu et accepté dans toute société humaine. Les révolutionnaires de 1789 ont à leur manière rappelé dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 que ces droits sont sacrés et que chaque citoyen a le droit de veiller à leur promotion et respect. En Afrique, contrairement à l'Europe occidentale, ces droits ne sont pas seulement le fruit d'une lutte. Ils sont surtout la résultante d'un commun vouloir de vie en commun. Déjà en 1236, les notables de l'Empire mandingue sous Soundiata Keïta déclameront solennellement un certain nombre de règles de vie communes dans le monde. En effet, dès les premières lignes, on peut y lire ceci: chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. Cette disposition nous rappelle nettement l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. L'article 7 rédigé en ces termes consacre le droit naturel reconnu dans le monde. L'homme, en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau recouverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons, mais son âme, son esprit vit de trois choses: voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. La vie viennoise m'a beaucoup marqué. D'un point de vue historique, les périodes de paix et d'échanges florissants dominent largement. La mémoire collective continue cependant à privilégier les moments de confrontation guerrière. Ces derniers servaient et continuaient à servir
à fabriquer l'image d'un ennemi que la politique hier comme aujourd'hui n'a cessé d'instrumentaliser. Rien ne dépend aussi étroitement du social et de la sociabilité que la psychologie, qui n'est rien d'autre que l'utilisation systémique des dons sociaux. Le sentiment pour autrui, l'attention portée à ses plus tendres émotions et une certaine capacité d'identification d'où émerge ce qui ne s'apprend pas. Le tact. Le tact viennois est érigé en symptôme d'un genius loci, en français esprit du lieu. Je suis persuadé que le peuple sénégalais est conscient des dérives actuelles et qu'il saura se positionner en guerrier. Un vrai guerrier pacifique puisque le mot guerrier fait référence au combat, à l'action-réaction. Ce qui nous paraît paradoxal. Un vrai guerrier ne dépend pas des circonstances extérieures. Un vrai guerrier est un être vigilant et éveillé. Un guerrier ne combat pas. Un guerrier est prêt à combattre mais ne combat jamais. Le guerrier est celui qui est affermi, stable, fort sans force. Un guerrier est un roc et une plume à la fois. Il s'adapte mais ne réagit pas. Sa présence est action. Être un guerrier nécessite un respect, nécessite l'amitié, nécessite la probité, des vertus essentielles. Un guerrier est toujours debout. Un guerrier est un sage puisqu'il ne se sert jamais de ses armes. Le guerrier est pacifique et est pacificateur de par ce qu'il est. Il est respecté parce qu'il respecte. Dans un message adressé à l'humanité, le locuteur disait « Je ne suis venu conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, musulmans, tout le monde. Nous devrions tous nous aider, les êtres humains sont ainsi faits. Nous devrions donner du bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne devrions pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a une place et notre terre est assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a emprisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine. Notre savoir nous a fait devenir cyniques et immoraux. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Et pourtant, le vrai sens de l'intelligence est dérivé du latin intelligentsia, faculté de comprendre, dont le préfixe inter, entre, et le radical légère, choisir, cueillir, ou ligar, lier, suggère essentiellement l'aptitude à lier des éléments entre eux. Considéré au XIXe siècle comme un cocktail de culture, d'humour, d'éloquence, de vivacité intellectuelle, d'habileté à jongler avec les concepts et les idées générales. C'est la traduction du bel esprit, de l'honnête homme, de l'encyclopédiste éclairé. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. La nouvelle technologie ne trouverait son vrai sens que dans la bonté de l'être humain, dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Je souhaite atteindre des millions de personnes, hommes, femmes et enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'a accomplis l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et ils mourront. Et le pouvoir qu'ils ont pris au peuple va retourner au peuple. Tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra jamais périr. Il est écrit dans un livre saint que le royaume de Dieu est dans l'être humain. Pas dans un seul humain ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains. En vous, vous le peuple, qui avez le pouvoir d'élire un président, le pouvoir de créer des lois, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, alors utilisons ce pouvoir pour un monde nouveau.
Il faut nous battre pour ouvrir un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Sénégalaises et Sénégalais, je vous invite tous à barrer la route à cette union de soi-disant politiques qui ne cesse de démontrer sa sous-qualification à gérer de manière impartiale notre cher pays. Le peuple souverain, la génération libre des Sénégalais, soutenons tous les candidats indépendants qui penseront à la République qu'à la massification de leur groupuscule de partis politiques. Vive la dignité, vive la vérité, vive le peuple, vive la République, vive le Sénégal.